Walmart local est à Quincy, juste à l'extérieur de Boston. C'est un court trajet en voiture et jusqu'à il y a environ une semaine, j'avais l'habitude de faire un voyage hebdomadaire dans l'immense magasin pour acheter des produits d'épicerie bon marché et de la papeterie pour l'école. Après avoir garé ma voiture, j'ai commencé à marcher vers l'entrée principale quand j'ai commencé à entendre un idiot m'appeler de l'autre côté du parking. Je ne suis pas la plus jolie fille du monde, loin de là, mais je me fais encore siffler et engueuler par quelques ivrognes. J'ai juste continué à marcher, ignorant complètement ses cris et ses sifflements, alors que je m'approchais du Walmart. C'est là que j'ai entendu ses pas. Le gars qui m'avait crié dessus avait traversé le parking en courant. Je sais que ce n'est pas exactement la chose la plus effrayante que vous ayez jamais entendue, mais ça m'a vraiment mis au bord de la panique. Que voulait-il? Pourquoi avait-il couru jusqu'ici? Si c'était juste pour flirter avec moi, alors ce mec était beaucoup plus pathétique que je ne le pensais au départ. Mais je ne gère pas bien les conflits. Alors j'avais peur de devoir lui dire de rester à l'écart ou quelque chose du genre. Puis il a commencé à m'appeler par le nom d'une autre fille. Je ne m'appelle pas Alicia, mais d'une manière ou d'une autre, elle m'appelait comme ça, et me parlait comme si elle me connaissait. Je lui ai dit que ce n'était pas mon nom, mais il a juste ri comme si je plaisantais ou quelque chose du genre. C'est à ce moment-là que je suis vraiment confus. Honnêtement, je ne pouvais pas dire s'il était sérieux, ou si c'était une sorte de blague ou de défi que ses amis lui avaient lancé. Quand je lui ai finalement dit de partir, il a marmonné quelque chose à propos de me voir dans les parages. Après quelques jours, j'ai réalisé que j'avais oublié de prendre une clé USB dont j'avais besoin pour l'université. J'étais vraiment en colère contre moi-même, parce que je pensais que la seule raison pour laquelle je l'avais oublié était à cause de cet étrange harceleur sur le parking. Il semblait inoffensif, c'est sûr, mais je dois avouer que j'ai été assez affecté par la rencontre. Alors je suis retourné au parking, j'ai garé ma voiture, et j'ai regardé autour de moi cette fois pour m'assurer que la même bande de gars n'était pas là-bas. Mais comme dans un mauvais film, ils étaient là, suspendus au même endroit. Cette fois, pendant que je les regardais, j'ai établi un contact visuel avec le même gars qui me dérangeait. Je sais que j'ai merdé. Comme vous pouvez l'imaginer, il a abordé la course de la même manière que la fois précédente, mais cette fois, il était nettement plus agressif. Il a recommencé à m'appeler Alicia, mais maintenant il m'accusait de devoir de l'argent à quelqu'un, beaucoup d'argent à première vue. Je lui ai dit d'aller se faire foutre, mais il est devenu vraiment furieux à ce stade et a commencé à m'insulter devant tous ceux qui regardaient. J'ai crié un peu en retour, mais comme je l'ai dit, je ne gère pas bien les conflits. J'avais l'impression que j'étais sur le point de pleurer pendant qu'il me criait toutes sortes de choses sur la façon dont il allait me soutirer de l'argent, même si c'était la dernière chose que je faisais. Il ne m'a laissé seul que lorsque, d'une voix tremblante, je lui ai dit que j'allais appeler la police. Je ne suis pas allé chez Walmart depuis un moment. J'avais vraiment peur de ce qui se passait, alors j'ai pensé qu'il valait mieux éviter l'endroit et laisser tout ce gâchis d'identité erronée se calmer. C'était peut-être juste une grosse blague, mais le gars était tellement furieux la dernière fois qu'il n'avait vraiment pas l'air de jouer. Alors quand je suis à peu près sûr que tout s'est passé, je décide finalement de rassembler le courage de retourner au Walmart. Si le gaz est là et que ça devient bizarre, j'appellerai simplement la police, doucement, sans me déranger à nouveau devant une foule d'inconnus. Cette fois, j'ai traversé le parking lentement, juste pour m'assurer que le gars et ses amis n'étaient plus là-bas. Rien. Il n'y avait pas un grand groupe de cinglés avec des bouteilles et des sacs en papier brun. Il était en sécurité. Je me sentais tellement libéré que je n'avais pas à regarder par-dessus mon épaule. J'ai pratiquement sauté dans le magasin pour prendre plus de papier millimétré, et je me suis offert des friandises bon marché puisque j'étais de si bonne humeur. Elle souriait toujours en quittant le magasin, soulagée que tout semblait terminé. J'avais tort. D'une manière ou d'une autre, ils m'avaient vu entrer dans le parking et ils étaient si nombreux, hommes, femmes. Certains avaient l'air en colère, d'autres excités à l'idée d'être battus en public. Je n'ai jamais ressenti autant de peur de ma vie. Tout ce que je voulais faire était de retourner au Walmart et de me cacher, mais j'étais figé sur place. « Où est mon argent ?» a crié l'une des filles, furieuse de colère, s'approchant de moi les poings serrés. Elle n'arrêtait pas de m'appeler Alice. Alice, Alice, Alice. Je détestais tellement ce nom que je ne voulais plus jamais l'entendre. La fille en colère hurlait qu'elle était idiote de penser qu'elle pouvait s'échapper après les avoir volés, qu'elle était un rat voleur qui obtiendra ce qu'elle mérite.
J'ai essayé de protester contre mon innocence, qu'ils avaient la mauvaise personne. Mais tous mes appels ont été noyés. Les téléphones étaient sortis et enregistrés. La foule s'attendait à ce que ce monstre hurlant commence à me frapper à tout moment. Je me souviens avoir juste fermé les yeux et attendu que les coups de poing arrivent, mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, une paire de bras puissants ont été jetés autour de moi, m'éloignant du tumulte. Une voix grave et accentuée a commencé à crier aux voyous de rester loin de moi, que la police avait été appelée et était en route. C'était l'agent de sécurité du Walmart, cet énorme noir. Il avait tout vu et avait sauté avant qu'il ne soit trop tard. Il m'a emmené au bureau de la sécurité, loin de la foule hurlante, et a attendu avec moi jusqu'à l'arrivée de la police. Je me suis effondré presque immédiatement, sanglotant fiévreusement. J'ai essayé de lui dire merci. J'ai essayé de lui dire à quel point je l'appréciais, mais les mots ne sortaient pas. Je l'ai juste serré dans mes bras et il m'a calmé pendant que les flics dispersèrent la foule. 2 détectives de la police d'État ont fini par me rendre visite à la maison une semaine plus tard, et m'ont expliqué que les voyous du parking du Walmart m'avaient pris pour une toxicomane qui s'appelait en fait Alicia. Alicia était une femme de la nuit et faisait partie d'un gang de trafiquants de drogue qui avait disparu quelques mois auparavant. Quand l'inspecteur m'a montré une photo d'elle, j'ai compris pourquoi on m'avait pris pour elle. Elle était comme ma jumelle, les mêmes yeux marrons, les mêmes cheveux bruns bouclés, même la façon dont elle souriait me rappelait moi-même. C'était effrayant de voir presque mon double juste là sur la photo. Ils ont expliqué qu'elle avait volé son patron trafiquant de cocaïne et s'était enfuie avec une grosse somme d'argent, mais qu'elle était décédée d'une overdose de fentanyl peu de temps après s'être échappée, et c'est pourquoi le gang était convaincu que c'était moi. Ils n'avaient rien vu ou entendu d'Alicia quand ils m'ont trouvé, et je suppose qu'ils ont juste vu rouge. Parfois je pense à cette fille, Alicia, et je me demande comment il se fait que le problème qu'elle a causé a fini par lui survivre, et a fini par pendre au-dessus de ma tête à la place. Je travaille au sein de l'équipe de prévention des pertes de mon Walmart local. Je ne dis pas où, je ne veux pas perdre mon travail, j'ai vraiment besoin d'argent. L'incident dont je vais vous parler a même fait l'actualité nationale, et avec l'équipe de prévention des pertes si petites, toute cette histoire pourrait facilement remonter à moi. Je déteste mon travail. Ouais, je sais que j'ai dit que j'avais besoin de lui, mais ça ne veut pas dire que je ne le méprise pas. Je n'aime pas espionner les gens, mais malheureusement, c'est exactement ce que le travail implique. Errer dans les couloirs, regarder les caméras de sécurité, garder un œil sur quelqu'un qui marche trop vite ou qui agit nerveusement. Parfois, cela peut être vraiment ennuyeux. Bien sûr, de temps en temps, il y a de l'action. Un gars essaie de voler un lecteur DVD ou quelque chose du genre, et nous jouons aux flics et aux voleurs pendant environ une demi-heure jusqu'à ce que la vraie police arrive. Mais la moitié du temps, c'est juste triste. Un jeune homme idiot et accro fond en larmes dans notre bureau, en nous disant qu'il ne voulait pas que ce soit comme ça. Ouais, il n'est pas mort là-bas, personne ne l'a fait. Ce n'est même pas la moitié. Tu sais à quel point un homme peut être en colère seulement s'il pense que je le suis dans le magasin? J'ai été traité de raciste plus de fois que je ne me souviens. Je ne le suis pas, j'essaie juste de faire le travail que je déteste tant, mais c'est quand même terrible. Vous voyez vraiment le pire des gens qui travaillent dans la prévention des pertes. Mais la chose la plus étrange que j'ai vue en travaillant pour Walmart n'était pas un voleur toxicomane ou un voleur à main armée, ou quelque chose du genre. C'était quelque chose de complètement différent. Alors ce gars franchit les portes un après-midi. Rien de particulièrement inhabituel chez lui, rien qui nous donne, à l'équipe de prévention des pertes, aucun soupçon. Je détourne le regard de lui pendant un moment pendant que je patrouille dans le magasin, car c'était à mon tour de le faire. Au lieu de regarder les caméras, j'oublie juste le gars, tu vois ce que je veux dire. Vous essayez de prendre note des petits détails, mais vous le faites avec tellement de personnes que personne en particulier ne reste dans votre esprit à moins que ce ne soit vraiment suspect. Je me retourne vers l'allée des viandes, regardant sournoisement plusieurs acheteurs, quand je revois ce gars, le gars normal. Il est chauve, vêtu d'une chemise bleue et il se tient juste là, passant en revue tous les steaks, côtelettes et coupes qui se trouvent dans les réfrigérateurs. Rien d'inhabituel encore une fois, mais c'est là que ça commence à devenir bizarre. Alors que je passe devant lui, sa tête se tourne vers moi. Je me souviens qu'il avait des yeux clairs qui semblaient presque vides. J'ai dit bonjour ou peu importe. J'ai juste fait signe au gars,
et un grand sourire s'est étalé sur son visage. Le gars n'avait pas de dents. Il ne restait plus une seule dent dans la tête de ce gars. Juste 2 rangées de gencives ressemblant à des maladies dont j'ai dû me retenir pour ne pas reculer. J'ai essayé de ne pas réagir. Je me sentais désolé pour lui. Peut-être qu'il avait perdu son dentier ou quelque chose comme ça. Je ne le jugerai pas, tu sais. Puis j'ai fait une autre promenade dans le magasin, observant les familles pour essayer de calmer les enfants qui hurlaient, pendant que les célibataires impatients regardaient dans leur direction. J'ai pensé à quel point je voulais avoir des enfants, même s'ils peuvent être méchants. C'est quelque chose dans lequel mon esprit vagabonde souvent lorsque je m'ennuie au travail. Mais quand je me suis retourné vers l'allée des viandes, quelque chose m'a immédiatement semblé anormal. Le gars en chemise bleue et chauve n'arrêtait pas de regarder la viande, mais cette fois il ne la regardait pas seulement. Il la regardait. Il semblait qu'un steak en particulier avait peut-être attiré son attention ou quelque chose du genre. Ses yeux ne bougeaient plus comme avant. Cette fois, quand je suis passé devant lui, il n'a pas levé les yeux, n'a même pas bougé. Il était figé sur place, fixant les réfrigérateurs avec ce regard mort dans les yeux. Je veux dire, sérieusement, je ne pense pas qu'il ait même cligné des yeux, et je l'ai regardé pendant quelques bonnes secondes après. Après cela, je n'ai pas suivi ma visite habituelle du magasin. Je me suis arrêté au bout de l'allée des viandes, regardant sournoisement le gars. Il n'a pas bougé d'un pouce, honnêtement, il était comme un de ces mimes de la rue. Les gens normaux ne sont jamais vraiment immobiles. Ils bougent, déplacent leur poids d'un pied à l'autre. Ce type était honnêtement aussi immobile qu'une statue et c'était vraiment effrayant. J'ai contacté par radio un collègue pour lui demander à propos de l'homme chauve dans l'allée des viandes s'il était connu de l'équipe de prévention des pertes. La réponse était négative. Le gars avec qui je travaillais ce jour-là n'avait jamais vu notre ami sans dents de sa vie. En écoutant mon ami à la radio, l'homme édenté a commencé à chercher la glacière à viande et a attrapé un gros steak de surlonge encore enveloppé de plastique. J'ai commencé à me sentir idiot. Peut-être que le gars aimait prendre son temps pour choisir un steak. Après tout, il n'a pas de dents. Et peut-être qu'il a besoin de la bonne pour ses prothèses dentaires, non? Ensuite, il porte le steak jusqu'à son nez et respire longuement et profondément la chose à travers la pellicule plastique. Maintenant, je sais que ce type est manifestement fou. Je connais des enfants fous quand je les vois et c'est classiquement fou. Mais encore, il ne vole rien. Techniquement, il ne fait même rien de mal. Être un peu fou n'est pas exactement contraire à la loi. Puis il arrache la pellicule plastique, et c'est mon signal pour intervenir. Mais quand je vois ce qu'il fait avec le steak, je me fige chez moi. L'homme édenté enfonce le steak cru dans sa bouche, étirant ses mâchoires pour essayer de déchiqueter cet épais morceau de viande avec ses gencives nues. J'étais abasourdi. C'était littéralement la dernière chose que je m'attendais à ce qu'un type édenté fasse. Je pensais vraiment qu'il allait le mettre dans son pantalon ou quelque chose comme ça. J'ai vu des voleurs voler des choses étranges et les cacher dans des endroits étranges. Mais le voir mettre ce steak sur ses lèvres et commencer à mâcher, mon Dieu, c'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue. Ses yeux ont commencé à rouler dans leurs orbites. Ses joues se sont affaissées alors qu'il essayait d'aspirer tous les fluides hors de l'épais morceau de viande crue. Et les bruits qu'il faisait, mon Dieu, si les bruits qu'il faisait ne m'effrayaient pas la vie. Comme une sorte de gémissement ou quelque chose comme ça. Comme si elle aimait essayer d'avaler ce morceau de viande crue entière, de plus en plus d'elle étant poussée dans sa bouche avec des mains avides, le regardant cracher la viande haletant et haletant pour respirer. Je me suis promené au coin du couloir, vraiment terrifié à l'idée qu'il me verrait comme le seul témoin de ce qu'il venait de faire. J'ai attendu, ayant réussi à me faire peur en regardant cet étranger faire ça. Il s'est rapidement échappé de l'allée des viandes, me tournant le dos alors qu'il marchait rapidement vers la sortie principale. Je sais que j'aurais dû l'arrêter. C'était mon travail de le faire. Mais nous sommes formés pour garder nos distances avec les criminels que nous considérons violents ou déséquilibrés, et laissons simplement la police s'occuper d'eux. Maintenant, chaque partie de moi voulait savoir pourquoi il avait fait une chose aussi dégoûtante. C'est pour ça qu'il lui manquait des dents? Quel genre de personne était-il qui ne pouvait pas faire confiance à ses propres dents? Les flics ont finalement arrêté le gars. Il s'est avéré être un malade mental sans ses médicaments. Un vieil homme aussi, alors il a probablement perdu ses dents par simple manque de soins. Je veux dire, c'est ce qu'il pensait que le problème était. Peu importe. Ce qui n'allait pas avec ce gars, il avait certainement un casier judiciaire pour volume au détail.
Le flic à qui nous avons parlé a dit que c'était son 4e crime et qu'il était probablement en route pour une prison fédérale pour récidive. Je me demande comment un gars comme ça gérerait la prison. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si vous trouverez cette histoire particulière effrayante, mais c'est peut-être juste dégoûtant ou triste. Un pauvre vieil homme qui perd la tête comme ça. Mais de toute façon, c'est certainement la chose la plus étrange qui me soit arrivée en travaillant pour Walmart en octobre 2017. En 2019 ans, j'ai réussi à trouver un emploi à temps partiel dans mon Walmart local, ici à Thornton, Colorado, une assez grande banlieue de Denver. Brighton est beaucoup de choses, un endroit confortable et accueillant, mais guère excitant. Je pense que c'est pourquoi Halloween est l'un de mes moments préférés de l'année. Nous prenons les vacances très au sérieux, donc l'anticipation et la préparation de la nuit la plus effrayante du calendrier sont quelque chose que j'attends vraiment avec impatience. La majeure partie du travail chez Walmart à cette période de l'année consiste à trier et à organiser les présentoirs de tous les nouveaux produits d'Halloween vendus en octobre. C'était un travail difficile, oui, mais pouvoir jouer avec toutes sortes de masques effrayants, de costumes et de bonbons était vraiment amusant, même si cela faisait que notre superviseur grincheux nous regardait mal dans les couloirs. Halloween allait et venait, mais je me suis retrouvé à aimer travailler chez Walmart. Je sais que cela semble fou. Les clients peuvent être horribles, et les heures sont assez longues. Mais je m'étais vraiment rapproché de mes collègues. Il y en avait même un ou deux que j'oserais appeler des amis. Alors naturellement, quand l'un des directeurs de magasin m'a demandé si je voulais prolonger mon contrat jusqu'à la nouvelle année, j'ai sauté sur l'occasion. Ce serait l'une des plus grosses erreurs de ma vie jusqu'à présent. Le matin du 1er novembre 2017 était gris. Un de ces matins où le monde ne pouvait pas être moins accueillant. Tout ce que je voulais faire, c'était retourner au lit et dormir toute la journée. Mais je rampais toujours sous la douche, lavant les toiles d'araignée et me préparant à affronter la journée. Je devais travailler de 10h30 à 6h30 de l'après-midi. Je détestais les longs quarts de travail en semaine. Ils avaient tendance à traîner, mais l'idée de prendre une tasse de café de ma collègue Teresa, qui préparait le meilleur blanc plat de ce côté des Rocheuses, m'a encouragé à arriver à l'heure. Il avait raison. La journée était interminable. Je pensais que je deviendrais fou. Les quarts de week-end à temps partiel étaient occupés, mais au moins l'activité faisait passer le temps rapidement. Passer des heures à compter des boîtes de marchandises dans le cadre d'un inventaire inutile suffisait à vous faire geler le cerveau. À 6h de l'après-midi, j'étais prêt à abandonner. Avec si peu de temps sur l'horloge, je me suis retrouvé à regarder les minutes défiler, arpentant le magasin et faisant semblant d'être occupé. J'ai vu mon ami Fernando flâner près du comptoir du service client et j'ai entamé une conversation informelle avec lui pour tenter de tuer encore quelques minutes. Et c'est là que je l'ai vu. J'aime penser que je ne suis pas une personne trop critique, mais ce gars m'a tout de suite donné la chair de poule. Il était habillé tout à fait normalement, avec une veste en cuir noir et une chemise rougeâtre, mais c'est le visage de l'homme qui a détourné mes yeux de Fernando et m'a causé une sensation nerveuse. Il était pâle, presque maladif. Ses joues étaient enfoncées, ses yeux entourés de cercles noirs enfoncés dans leurs orbites. Cela ressemblait à un crâne avec rien d'autre qu'une fine couche de chair pour le déguiser. Fernando a dû remarquer l'expression sur mon visage parce qu'il s'est tourné pour regarder aussi. Je suppose que c'était pour le mieux que j'ai réagi de cette façon en le voyant. Je pense que ça aurait pu nous sauver la vie à tous les deux. Quand j'y pense maintenant, c'est comme si le temps ralentissait de quelques minutes. Je sais que cela ressemble à un truc super cliché que l'on ne trouve que dans les films, mais maintenant je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Je me souviens de chaque petit moment, de chaque petit détail de ces quelques secondes. La façon dont sa veste, de quelque taille trop grande pour lui, avait l'air presque ridicule lorsqu'il a fouillé dans la poche intérieure. La façon dont la lumière artificielle brillait sur le métal de son arme. Je l'ai vu regarder autour de lui pendant une seconde ou deux, scrutant le sol du magasin à la recherche de sa première victime avant de lever l'arme et de tirer. J'étais complètement horrifié. J'en viendrai à comprendre qu'il y a 3 réactions communes à une soudaine poussée de peur, les 2 premières étant les réactions bien connues de combat ou de fuite, mais il y en a aussi une dont personne ne semble parler, un blackout complet.
Malheureusement, c'est ce que j'ai vécu lorsque la détonation tonitruante du premier coup de pistolet a résonné dans tout le bâtiment et qu'un client sans méfiance s'est effondré au sol. Le vieil homme a traîné un caddie avec lui, le contenu se répandant alors qu'il était étendu en sang sur le sol. Je ne pouvais pas bouger, j'étais figé sur place. Je n'ai jamais vu quelqu'un se faire tirer dessus auparavant, et je n'ai entendu un coup de feu qu'une ou deux fois dans ma vie. Je me sentais trembler, mais peu importe mes efforts, je ne pouvais pas bouger. J'étais juste paralysé devant l'horrible scène de violence qui se déroulait devant nous. Heureusement, Fernando n'a pas eu la même réaction. Il m'a attrapé le bras si fort qu'il a laissé une ecchymose et m'a traîné derrière un comptoir d'appareils pour nous protéger du tireur. Tout ce que je pouvais faire était de m'accrocher à lui et de prier pour que la fusillade s'arrête. Mais ils ne l'ont pas fait. Maintes et maintes fois, l'homme au visage en forme de crâne tirait sur le personnel et les clients. Je me souviens avoir entendu cet horrible grincement, comme juste à côté de nous, alors que nous nous accroupissions derrière les gros appareils électroménagers. Plus tard, j'ai découvert que c'était le bruit de projectiles à grande vitesse qui franchissaient le mur du son lorsqu'ils passaient à quelques centimètres de nous. Rien que d'y penser me rend malade, même aujourd'hui. Soudain, Fernando tirait à nouveau sur mon bras, alors que nous nous précipitions vers l'une des issues de secours qui bordèrent l'atelier. Les coups de feu retentissaient encore alors que Fernando s'écrasait contre la barre de métal qui ouvre la porte, et le bruit des balles pouvait être entendu alors que nous sortions dans l'air glacial du Colorado. Devant nous se trouvaient deux petits enfants, peut-être âgés de seulement 7 ou 8 ans. Ils pleuraient et posaient des questions sur leur père. Les pauvres gens n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils savaient juste que quelque chose de très grave se passait, et ils ne pouvaient pas retrouver leur père. Nous avons essayé de les réconforter pendant quelques instants pendant que le son des sirènes de police devenait de plus en plus fort, jusqu'à ce que le parking soit inondé de lumières bleues clignotantes de voitures de police et d'autres véhicules d'urgence. Nous avons finalement réuni les enfants avec leur père et il a ouvertement pleuré en nous remerciant d'avoir retrouvé ses enfants. Fernando avait du mal à retenir ses larmes, mais j'étais déjà complètement effondré à ce moment-là. Beaucoup de gens l'ont fait dans le chaos qui a suivi la fusillade. Un homme de 48 ans nommé Scott Ostrom a été arrêté et inculpé de 3 chefs de meurtre au premier degré. Ostrom a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité pour les 3 personnes qu'il a abattues et tuées. Plus 48 ans de plus pour les autres victimes qui ont eu la chance de survivre aux fusillades. Lors de la détermination de la peine, le juge président a déclaré que le tueur avait un cœur noir et maléfique, fatalement enclin à répandre la peur, la misère et la mort. Il a également été mentionné que les sœurs d'Ostrom ont déclaré qu'il n'avait plus jamais été le même depuis qu'il avait essayé le LSD dans les années 80. Aucun autre motif n'a été donné pour ces crimes. J'ai quitté mon emploi chez Walmart et suis allé en thérapie pendant un certain temps après la fusillade. J'ai ressenti beaucoup de culpabilité de survivant au début, me demandant pourquoi Ostrom ne m'avait pas choisi comme première victime. Pourquoi ces autres personnes devaient souffrir comme elles l'ont fait pendant que des gens comme moi s'en sortaient indemnes. Mais surtout, je remercie Dieu que Fernando ait été là pour me sauver la vie. La vie est très précieuse, une chose fragile qui peut être emportée en un instant. Alors j'essaie de vivre aussi pleinement que possible, ne serait-ce que pour les personnes qui faisaient innocemment leur course ce jour-là, ne sachant pas qu'elles ne reverraient jamais leurs proches. L'année dernière, j'ai perdu le travail de mes rêves. Je suis une ventouse pour les voitures, les camions, les motos, n'importe quoi, et je vais baver sur le moteur. Ainsi, lorsque le magasin de personnalisation locale pour lequel je travaillais a décidé de fermer, j'étais absolument dévasté. Le patron a expliqué que les entreprises n'arrivaient pas assez vite et qu'il déménageait son exploitation sur la côte de la Floride. Il a dit que si jamais je voulais déménager là-bas, il y aurait un travail qui m'attendrait. Mais ma copine était enceinte à l'époque et je ne pouvais tout simplement pas me permettre de faire mes valises et de déménager dans un délai aussi court. C'était un gars formidable, et j'étais triste de le voir quitter la Géorgie. Mais ce n'était pas aussi déprimant que la situation dans laquelle je me trouvais. Il n'y avait littéralement nulle part ailleurs dans la ville à la recherche d'un emploi. Rican est assez petit et il n'y a pas beaucoup d'industrie ici.
Quand j'étais enfant, il n'y avait qu'environ 3000 personnes vivant ici. Mais aujourd'hui, il y en a plus de 9000 qui appellent les ricains chez eux. Donc comme je l'ai dit, les emplois sont vraiment difficiles à trouver. Mais il y avait un endroit que j'embauchais, et il s'est avéré que c'était le seul endroit où je ne voulais vraiment pas travailler. Rican's Walmart. L'interview était un jeu d'enfant. Je suis à peu près sûr que le gérant du magasin voulait juste s'assurer que je n'étais ni en état de mort cérébrale, ni fou, avant de me proposer le poste d'associé aux ventes. Je peux démonter un moteur V8 et le remonter les yeux fermés, mais je n'étais plus qu'un associé commercial maintenant. Au moment où on m'a donné le gilet bleu marine à porter, je regrettais vraiment de ne pas avoir accepté ce travail en Floride. Comme je l'ai dit, c'était totalement déprimant. Mais Noël était en route, alors comme vous pouvez l'imaginer, j'avais très peu d'autres options que de m'accrocher et de passer à autre chose pour pouvoir acheter des cadeaux. La dernière chose que je voulais, c'était ressembler à un slob devant ma copine enceinte. Au fur et à mesure que décembre avançait, j'ai commencé à remarquer des offres d'emploi pour un Père Noël Walmart. Tu sais, le gars plus âgé qui est assis dans la petite grotte pour que les enfants hurlants s'assoient sur ses genoux et lui présentent une liste de souhaits. Travailler chez Walmart était nul, mais ça aurait pu être pire. Quelques mois plus tard, cela aurait pu être moi qui postulais pour le poste de Père Noël chez Walmart. Nous avons construit la petite grotte en carton peint, répandant de la fausse neige et tissant des lumières de Noël autour des fausses cornes de renne. J'ai toujours été un grand enfant quand il s'agit de Noël, alors pendant un certain temps, travailler chez Walmart n'était pas trop mal. Je me suis rappelé que dans peu de temps, je décorerais la maison pour Noël avec ma copine et l'enfant. De petites pensées comme ça m'ont aidé à passer la journée. Lorsque la grotte a été construite et que le 1er décembre est arrivé, il était temps de l'ouvrir au public. J'étais de bonne humeur, fatigué des débuts matinaux, mais pleine d'esprit de Noël. La Géorgie n'est pas exactement un pays des merveilles hivernales, mais cela ne m'a jamais empêché de me sentir en fête. Sur le chemin du vestiaire du personnel, ce matin-là, je suis passé à côté d'un gars qui semblait très grincheux, errant dans les couloirs. Je l'ai accueilli avec un joyeux Noël, monsieur, que c'était pratiquement obligatoire pour le personnel. Mais il m'a juste regardé avec mépris. Il avait le genre de visage qui avait l'air de ne pas avoir souri depuis des décennies, comme si ses traits du visage étaient en train de se briser. Il essayait. J'ai simplement ignoré son impolitesse. J'ai compris que certaines personnes n'aimaient pas Noël, et j'ai essayé de ne pas en tenir compte. Mais vous pouvez imaginer ma surprise quand je suis passé devant le bureau du directeur peu de temps après, pour découvrir que ce même gars avait le vieux costume miteux du Père Noël que nous économisions pour la grotte annuelle de Noël. Le même gars qui ne semblait pas avoir un os festif dans son corps, avait été embauché pour le travail du Père Noël. Je pense que j'aurais ri si je n'avais pas été aussi abasourdi. La direction de Walmart prend quotidiennement des décisions stupides, mais celle-ci était comme un chef-d'œuvre de mauvaise embauche. Lorsque le vieux grincheux a quitté le bureau du directeur sans un mot de remerciement, j'ai jeté un coup d'œil confus à mon patron, comme s'il disait « Vraiment, ce gars ?» Le gérant du magasin a répondu qu'il était prêt à faire le travail gratuitement. Sinon, ils auraient embauché quelqu'un de plus approprié pour le rôle. C'est un bénévole, il fait ça pour la charité. Je n'étais pas surpris qu'il soit de si mauvaise humeur. Pauvre gars, ses parents lui ont donné ce nom idiot. Comme vous pouvez l'imaginer, le gars était mauvais dans son travail. Ce n'était ni festif ni joyeux. En fait, je suis à peu près sûr que cela a bouleversé certains enfants dont les parents se sont rapidement plaints à la direction. Mais notre directeur s'en fichait tant que ses coups étaient maintenus bas. Il se fichait vraiment de savoir si le faux Père Noël faisait pleurer des enfants gâtés. Mais ce qui m'a vraiment dérouté, c'est que cet Halloween n'aimait manifestement pas les enfants. En fait, j'étais si mauvais avec eux que je me demandais si j'en avais même les miens. Pourquoi quelqu'un voudrait-il être un Père Noël Walmart s'il déteste l'idée d'être avec des enfants toute la journée, surtout si tout cela était littéralement sans salaire? Je veux dire, j'ai eu le travail pendant tout le mois, pas seulement 1 ou 2 jours. Des choses étranges se sont produites, n'est-ce pas? Mais moins d'1 semaine avant Noël, le Père Noël de Walmart a cessé de se présenter pour ses quarts de travail. Nous avons paniqué au début, car l'autre faux Père Noël que nous avons embauché n'était pas disposé à travailler plus dur que CE, pourquoi il avait été embauché. À la fin, nous avons réussi à convaincre l'un des électriciens plus âgés d'enfiler le costume et de crier quelques « ho 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 ». Il était en fait plutôt bon, une amélioration spectaculaire par rapport à ce gars d'Halloween.
Quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard, nous avons découvert pourquoi Elwyn avait cessé de se présenter au travail. Cela semblait être une journée normale alors que je me promenais dans le magasin en direction de la zone du personnel. Mais quand je suis entré, quelque chose a immédiatement attiré mon attention. Un groupe d'employés était rassemblé autour d'un des canapés, tous lisant quelque chose sur le téléphone de quelqu'un. Je veux dire, ce n'est pas inhabituel en soi, mais c'est généralement un groupe de personnes qui rient d'une vidéo virale ou autre. Il n'y avait pas de rire cette fois. Tout le monde avait cette expression horrifiée sur le visage. Ils lisaient un article de presse. L'image était celle d'un visage que nous avions tous vu auparavant. C'était le visage d'Elwyn. Il s'avère qu'Elwyn avait des enfants, mais ils avaient disparu peu de temps auparavant. Lorsque la police a interrogé Elwyn et sa famille sur le sort des enfants disparus, on leur a dit que sa fille disparue était partie vivre en Caroline du Sud. Ça n'avait pas de sens. Cela a conduit la police à fouiller la maison de la famille, à la recherche d'indices sur l'endroit où se trouvaient les enfants disparus. Et c'est là qu'ils les ont trouvés, enterrés dans le jardin de la famille sous seulement quelques mètres de terre. Avant la fin de leur vie, chacun des enfants a été battu, maltraité et forcé à vivre dans une cage dans l'arrière-cour. L'article de presse décrivait ensuite la cruauté inimaginable à laquelle les deux enfants avaient été soumis avant leur mort. Dans le chaos qui a suivi, le gérant du magasin a été licencié et on a découvert qu'il avait mis des centaines d'enfants en danger juste pour économiser quelques dollars pendant les vacances. Il semblait qu'Elwyn Crocker avait utilisé le travail du Père Noël comme couverture pour ses crimes. Personne ne pouvait s'attendre à ce qu'une personne faisant du bénévolat auprès d'enfants soit capable d'actes de sadisme aussi horribles. J'ai quitté mon emploi chez Rich's Walmart peu de temps après. Après avoir économisé un peu assez d'argent pour trouver un logement temporaire en Floride, pendant que je récupérais mon emploi au magasin de personnalisation. Ce n'était pas difficile de convaincre ma copine de quitter la Géorgie après toute cette terrible série d'événements. En fait, elle était presque aussi impatiente de bouger que moi. Maintenant, je travaille dans l'atelier de personnalisation, réuni avec mon ancien patron. Ma copine est sur le point d'accoucher le mois prochain et j'ai hâte. J'ai hâte d'élever mon futur fils, de lui donner tout, ce dont il peut rêver, et de m'assurer qu'il ne subisse jamais le même sort que ces pauvres enfants torturés de Crocker. Avez-vous déjà travaillé de nuit? Je sais que certains d'entre vous l'ont fait. J'ai vu quelques articles ici sur des personnes bloquées à travailler pendant les heures de minuit, et ils sont définitivement mes préférés. Les gens normaux ne savent pas vraiment ce que c'est que d'être bien éveillé quand le reste du monde dort paisiblement. C'est sûr que c'est solitaire, j'ai du mal à suivre mes amis de jour, et je suis presque sûr que cela m'a coûté une petite amie ou deux. Mais surtout, c'est bizarre, mais à cause de mes propres erreurs stupides, c'est à peu près tout le travail que je peux obtenir. Oui, j'ai un casier judiciaire maintenant. Beaucoup d'endroits ne m'embaucheront pas, et encore moins me donneront de sérieuses responsabilités. Ainsi, lorsque le Walmart local ici à Nogales, en Arizona, m'a offert un poste d'agent de sécurité de 3e quart, j'ai pratiquement sauté sur l'occasion. Le salaire est génial, et bien aussi génial que ça va l'être pour un gars avec mon genre d'expérience. Je suis donc assis dans le bureau de la sécurité un soir, essayant de ne pas m'évanouir d'ennui après avoir renoncé à essayer de lire ce gigantesque livre de Stephen King que j'ai reçu pour mon 30e anniversaire. Je n'arrête pas de me dire de lire plus, mais c'est difficile. Je n'ai pas vraiment bien réussi à l'école, alors j'ai l'impression d'avoir raté tellement de belles histoires. Oui, j'ai vu The Shining et tout ça, mais j'en ai marre que les gens me disent à quel point le livre est meilleur. Ça me fait me sentir stupide de ne pas l'avoir lu. Bref, je meurs d'ennui. Alors j'ai décidé de faire une patrouille à pied, peut-être fumer une cigarette près d'une des issues de secours ou quelque chose du genre. Le patron vérifie les caméras de sécurité de temps en temps juste pour s'assurer que nous ne dormons pas au travail. Alors certains gars se font virer pour l'avoir fait. Alors je me lève et me promène dans le magasin, à la vue des caméras, avant de sortir et d'allumer un cigare. Maintenant, les parkings peuvent devenir assez fous. J'ai vu des bagarres entre clients pour des choses aussi petites qu'une place de parking. J'ai dû repousser des couples qui devenaient vraiment affectueux dans leur voiture, même si cela peut parfois être drôle. Et cela ne devient que plus étrange la nuit. Des trafiquants de drogue, des gens qui se sont rencontrés sur Craigslist, se vendant des trucs bizarres pour une raison quelconque. Tout le monde choisit Walmart et moi dans les parkings.
Alors pendant que j'allume une cigarette, une berline à stationnement unique attire mon attention dans le terrain désert. Ça ressortait comme une plaie ouverte. Cette vieille Ford battue était juste là, toute seule. Oh mon Dieu. Et maintenant? Je réfléchis, je me prépare à toute folie qui est sur le point d'arriver. J'ai regardé la voiture pendant 1 minute ou 2, voyant clairement le conducteur sur le siège avant. Je ne mange pas clairement, il fait presque complètement noir évidemment, mais tu sais quand tu peux voir comme le contour d'une personne sur le siège avant? Ouais, il ne bouge tout simplement pas du tout. C'est parfaitement immobile au milieu du parking. J'ai commencé à parier avec moi-même sur un jeu que j'appelle drogue, luxure ou maladie mentale. Chaque rencontre que j'ai pendant un quart de travail peut être classée dans l'une de ces catégories. Après ça, ma première idée était la drogue. Le gars attend une dame de la nuit appelant l'un de ses numéros stupides 0800 ou tout simplement frire avec quelque chose de désagréable sur son téléphone. De toute façon, ce n'est rien pour lequel je dois appeler la police. Alors j'ai fini ma cigarette et je suis retourné à l'intérieur. 1 heure plus tard, la même chose se produit. Mes yeux se ferment et j'ai du mal à rester éveillé. Alors je prépare un de ces terribles cafés instantanés et je sors fumer une autre cigarette. Seulement cette fois, quand j'arrive à la sortie de secours, la même voiture est là, ne bougeant pas d'un pouce. Évidemment, je suis un peu méfiant à ce sujet maintenant, mais surtout parce que je n'avais aucune idée de ce que je faisais là-bas. Je peux repérer un accord ou quelque chose de louche et une rencontre à 1 kilomètre de distance, mais ils ont tendance à être rapides. Ils ne restent pas sur le parking assis sur le siège du conducteur, immobile. Puis, ça m'a frappé. Et les caméras extérieures, elles sont toutes capables de vision nocturne avec des zooms. Tout. Ce que j'avais à faire était de retourner au bureau et de jouer avec les réglages, et j'aurais pratiquement une vue de tireur d'élite de l'intérieur de la voiture. Alors, avec la musique de Mission Impossible qui jouait dans ma tête, je me suis précipité au bureau et j'ai commencé à espionner la berline, zoomant sur la voiture et la scène éclairée par les caméras sensibles à la lumière. Je pouvais clairement voir le visage de ce type, avec une grosse moustache vintage portant des lunettes de soleil, assis dans sa voiture au milieu de la nuit, avec les lunettes. Ce gars doit être lapidé comme un cerf-volant. Donc, si ça a à voir avec la drogue, je suis presque obligé de sortir de la voiture et de leur faire signe de partir. Personne ne veut être appelé par la police lorsqu'il a un véhicule rempli de quelque chose d'illicite ou autre. C'est donc une tâche assez facile. Je me dirige vers la voiture, prenant les choses lentement. 9 fois sur 10, à l'approche, les lumières s'allument et la voiture sort du parking. Seul celui-ci reste là. Le gars ne bouge pas du tout. Je frappe doucement à la vitre arrière et dis quelque chose de ferme, quelque chose comme « Hé mon pote, il est temps d'y aller. Ce n'est pas un motel. Toujours pas de mouvement. » J'allume ma lampe de poche et je comprends pourquoi je n'ai pas prêté beaucoup d'attention aux détails. Je n'avais pas besoin de le faire. Il y avait du sang partout. Les choses qui auraient dû être à l'intérieur de ce type pourrissaient sur le sol de la voiture. De petites traînées de sang apparaissant sous ses lunettes de soleil. Ou celui qui a fait cela lui avait apparemment crevé les yeux. C'était aussi loin que je pouvais aller avant de vomir le café chaud sur le sol du parking. J'étais encore haletant quand j'ai appelé 911. Tout semble flou maintenant quand je m'en souviens, mais ce que j'ai vu dans cette voiture apparaît encore devant mes yeux parfois quand je les ferme la nuit. C'est gravé dans ma mémoire, et je ne pense pas pouvoir l'enlever de ma poitrine. Maintenant, Nogales est une ville frontalière, et il ne faut pas longtemps à la police pour se rendre compte que le corps était lié au cartel. Dieu sait ce que ce pauvre gars avait fait, mais il a dû foirer assez pour mériter ce genre de punition. Maintenant, je porte un calibre 38 au travail. Je n'ai jamais été intéressé par les armes à feu, mais j'ai l'impression que je devrais en porter une maintenant, surtout quand je suis dans le parking Walmart de Nogales, juste au CA où je rencontrerai les gars qui ont transformé cette vieille berline en quelque chose qui me hantera pour le reste de ma vie. La chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée était dans le parking de Walmart à Mondora, en Floride. Ce n'était pas effrayant parce que ma vie était en danger, ou parce que c'était un grand mystère non résolu, c'était effrayant parce que c'était vrai. C'est effrayant parce que nous avons obtenu des réponses sur l'incident qui nous a fait fuir d'un parking sombre par une chaude nuit d'été il y a près de 10 ans, et ce sont des réponses auxquelles je réfléchis encore parfois dans mes moments les plus sombres.
En 2011, il n'avait que 17 ans. Un adolescent stupide qui se souciait plus de fumer que d'obtenir une éducation. La vie était belle dans notre petite ville florissante de Floride. Mount Dora est connu pour son charme de petite ville, qui abrite une poignée de musées et de nombreux antiquaires qui vendent de petits ornements pittoresques aux touristes. Mais cela ne rend pas la vie nocturne excitante. Et il n'y a pas grand-chose à faire pour un adolescent en quête de sensations fortes. Donc, au lieu de trouver quelque chose de productif à faire, mes amis et moi traînions le soir, fumions et perdions du temps à parler du groupe que nous ne finirions jamais par former. Un soir, nous nous sommes détendus sur le parking du Walmart, passant autour d'un joint et écoutant du Zeppelin sur l'autoradio de mon ami. L'endroit était pratiquement désert, à l'exception de quelques voitures garées et de quelques ratons laveurs pillant des poubelles à proximité, ou riant des petits animaux qui les regardaient utiliser leurs mains pour fouiller dans des sacs poubelles cassés. Quand une des voitures à proximité a attiré mon attention, c'était une Cadillac 87, ce détail m'a toujours marqué. C'était sale, vraiment dégoûtant, comme s'il n'avait jamais été lavé et les seuls lavages qu'il avait subis provenaient des fortes pluies en Floride. De plus, l'intérieur de la Cadillac était plein de déchets, pas comme quelques emballages de restauration rapide sur le tableau de bord et quelques trucs dans le coffre, je veux dire que presque tout. Ce qui pouvait être vu à l'intérieur du véhicule était toutes sortes de déchets, légitimement le genre de choses qui appartiennent aux sacs poubelles que les ratons laveurs déchiraient. Je me demandais quel genre de sans-abri posséderait cette voiture. Comment avait-il laissé tous ces déchets s'accumuler jusqu'à ce que leur voiture ressemble plus à une décharge qu'à une berline? Mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi, pas avant d'avoir vu quelque chose bouger parmi les ordures. Je l'ai dit à mes amis, en montrant la poubelle mobile, et leur ai dit que quelque chose bougeait à l'intérieur. Ils ont immédiatement ri, me disant que je regardais les choses et que je ne devrais pas fumer autant si je ne pouvais pas le supporter. À ce moment-là, j'ai juste ri, pensant qu'ils avaient peut-être raison. Je veux dire, il était tard, il faisait nuit, et oui, c'était assez élevé. Un peu de temps s'est écoulé, assez pour que je me détende à nouveau, et nous discutions de savoir s'il fallait aller au Château Blanc ou chez Arby, ou quelque chose du genre, quand je l'ai revu. Un tas d'ordures et la benne à ordures roulante remuant à nouveau. Mais cette fois j'étais sûr à 100% de ce que j'ai vu. Mes yeux ne me trompèrent pas, et je me fichais de savoir si mes amis le voyaient, ou non. Ils m'ont demandé ce que je faisais alors que j'ouvrais lentement la portière de la voiture, et que je sortais. J'ai marché silencieusement à travers le parking sombre, m'approchant lentement de la Cadillac sale. J'ai regardé à l'intérieur et c'était juste une mer d'ordures. Vieilles canettes de soda, journaux, sacs en plastique. Je me souviens encore à quel point cette voiture sentait mauvais, comme du vieux lait et de la viande pourrie. Maintenant, tout le désordre était parfaitement immobile. Je me suis étiré et j'ai essuyé une partie de la saleté de la fenêtre avec la manche de ma veste. Oui, c'était dégueulasse, mais j'avais besoin de voir à l'intérieur. Il y avait quelque chose de caché dans cette voiture, quelque chose qui nous observait, et j'avais besoin de savoir ce que c'était. Nerveusement, j'ai levé le poing et j'ai commencé à taper légèrement sur la vitre sale de la voiture, espérant effrayer quoi que ce soit et que cela serait révélé. Mais encore, rien n'a bougé. Le seul bruit était les grillons et le bruit de mon ami qui roulait par la fenêtre de la voiture. Mec, c'est probablement des rats dans cette voiture. Reste loin de lui. Bien sûr, c'était des rats. Il était défoncé comme l'enfer, effrayé par une vieille voiture sale pleine de nourriture pourrie. Quoi d'autre pourrait attirer un désastre comme celui-là? Quoi d'autre pourrait trouver son chemin vers une voiture verrouillée et se déplacer parmi les ordures? Me sentant assez bête, je me suis tourné vers mes amis dans la voiture et j'ai commencé à dire quelque chose sur le fait d'être peut-être un peu trop loin. Mais leurs visages, je ne les ai jamais vus comme ça. La façon dont ils l'ont fait ce soir-là, leurs yeux étaient si grands. Des cercles blancs géants percés dans leur tête, leurs cheveux dressés sur la nuque. Ils regardèrent derrière moi la vieille Cadillac sale. Je ne voulais pas me retourner pour regarder, mais je devais le faire, juste une seconde, juste pour voir ce que c'était. Une créature à la peau pâle et écailleuse poussant ses griffes sales contre la fenêtre, me sourit alors que je sentais mes entrailles se resserrer de peur. Il cligna des yeux, se lécha les lèvres puis tourna sa tête déformée dans ma direction. J'ai couru vers la voiture avec mes amis qui me criaient de me dépêcher. J'ai pratiquement plongé dans le siège passager,
alors que nous partions dans la nuit, les pneus crissant sur l'asphalte alors que nous nous échappions. Nous étions terrifiés, trop effrayés pour penser à manger. Avec notre high ruiné, nous sommes rentrés tôt à la maison pour l'endormir et essayer de l'oublier. Le lendemain matin, je prenais mon petit déjeuner et regardais les nouvelles locales quand une histoire est sortie qui m'a presque fait cracher mes céréales. Sur l'écran de télévision se trouvait la Cadillac sale, la même Cadillac sale qui était pleine d'ordures et de nourriture pourrie. Le présentateur de nouvelles parlait de ceux qui avaient été trouvés parmi les ordures, quelque chose qui vivait parmi les ordures et avait attiré mon attention la nuit précédente. C'était un enfant, 3 enfants en fait. Des enfants laissés dormir dans cette voiture par leurs parents dépendants négligents. Les écailles que j'ai cru voir sur l'un des enfants étaient en fait des brûlures au 2e degré, causées parce que les parents avaient renversé du café chaud sur le pauvre petit gars. Le présentateur de nouvelles a expliqué qu'en raison des drogues et de l'alcool trouvés dans le véhicule, il y avait peu de chances que les enfants soient rendus à leurs parents. Une partie de moi était un peu contente de ça. Ça m'a fait réfléchir. Nous devenons obsédés par des monstres fictifs, des choses qui se cachent dans l'ombre, des choses qui font du bruit la nuit. Mais les choses dont nous devrions vraiment avoir peur ne sont pas les démons qui hantent notre imagination, mais les monstres que nous créons en réalité par gourmandise, paresse et indiferencia en nuestra imaginación, sino los monstruos que creamos en la realidad a través de la gula, la pereza y la indiferencia. Je travaillais chez Walmart en tant que caissière il y a plusieurs années, alors que j'étais à l'école à l'époque, donc c'était généralement à temps partiel, et je travaillais le soir ou le week-end. Un jour, je travaillais un samedi de l'après-midi jusqu'à environ 10 heures du soir, qui étaient les heures que j'avais normalement. C'était un quart de travail assez typique, nous étions très occupés, et j'ai servi beaucoup de clients à ma caisse. À un moment donné, un homme est venu à ma caisse et a acheté un haut-parleur sans fil. C'était l'un des plus chers que nous ayons eus, et je pense qu'il a coûté plus de $100. Quand l'homme a vu le total, il s'est immédiatement plaint en disant que l'article était en solde et devrait être réduit de 50%. J'ai regardé et j'ai vu que l'article n'était clairement pas en solde. Mais pour satisfaire l'homme, j'ai même appelé quelqu'un du département d'électronique. Mon collègue David est venu à la caisse et a confirmé que l'article n'était pas en solde et ne l'avait jamais été depuis que nous l'avions. L'homme inventait clairement tout pour essayer d'obtenir une réduction. Et après que ma ligne se soit arrêtée pendant plus de 5 minutes à cause de lui, il a continué à se plaindre et à refuser de payer. J'ai dit à l'homme que si je ne voulais pas acheter l'enceinte, je devrais quitter ma boîte car il y avait beaucoup d'autres clients qui attendaient. Il n'arrêtait pas de se plaindre et a commencé à m'attaquer personnellement. Habituellement, je me considère comme une personne patiente et j'ai toujours essayé d'être gentil et respectueux envers les clients. Mais quelque chose à propos de ce gars, dès le moment où il a commencé à se plaindre, était tellement impoli. Quand il a commencé à dire que j'étais un idiot, je lui ai dit de partir. Cela n'a fait que le provoquer encore plus et après m'avoir maudit, l'homme est finalement parti. J'étais tellement heureuse qu'il soit finalement parti, et même si c'était une expérience négative, j'étais heureuse de traiter avec des clients plus normaux maintenant. J'ai continué à travailler et plusieurs heures plus tard, alors qu'il faisait déjà nuit, j'ai regardé et j'ai vu que le même homme d'avant faisait la queue. Il avait une barbe un peu longue et portait un chapeau et des lunettes de soleil avec un sweatshirt rouge, comme avant. Je suis devenu nerveux quand je l'ai vu en ligne avec un air en colère sur son visage. J'avais peur que ce soit son tour de faire la queue. Et quand ce fut le cas, j'ai vu qu'apparemment il n'achetait rien. Il est juste venu vers moi et m'a dit « Tu ne pensais pas que je reviendrais ici, n'est-ce pas ?» Je n'ai rien dit. L'homme a alors dit que je ferais mieux de commencer à prendre soin de mon dos. Puis il est parti. J'ai été très surpris de voir jusqu'où cet homme est allé pour me montrer sa colère. Mais que pouvait-il faire? J'étais contente de n'avoir rien dit à l'homme, même si je le voulais. Mais j'ai gardé le professionnalisme. Mon quart de travail a duré encore 1 heure environ, et j'ai finalement terminé. C'était une longue journée et j'étais excité de rentrer à la maison et de me détendre. J'ai quitté le magasin, qui était assez calme maintenant, et j'ai marché jusqu'à ma voiture dans le coin arrière du parking, où je me garais toujours. Alors que je m'approchais de ma voiture, j'ai entendu quelqu'un me crier dessus à environ 9 mètres sur ma gauche. J'ai regardé là-bas et j'ai vu le même homme.
Il me maudissait immédiatement et commençait à marcher vers moi depuis une voiture garée derrière un arbre à droite. Je n'ai vraiment pas eu le temps de dire ou de faire quoi que ce soit avant de voir l'homme s'approcher de moi. Cela m'a fait commencer à courir vers ma voiture. Puis j'ai entendu l'homme se mettre à courir aussi, ce qui m'a fait aller encore plus vite. Je suis monté dans ma voiture, je l'ai verrouillée et j'ai démarré le moteur. L'homme a donné un coup de pied sur le côté de ma porte assez fort alors que je commençais à reculer. Je suis parti aussi vite que j'ai pu, et heureusement il n'a pas pu regagner sa voiture pour me suivre avant que je ne sois hors de sa vue. Je suis rentré à la maison, et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu qu'il y avait une bosse sur le côté de ma voiture où l'homme m'avait donné un coup de pied. Je ne pouvais pas croire à quel point l'homme était en colère, et à quel point il attendait littéralement que je quitte le travail. Le lendemain, je suis retourné chez Walmart et je leur ai raconté tout ce qui s'était passé. J'ai quitté mon emploi et, heureusement, Walmart m'a proposé de payer la réparation de ma voiture. Cette histoire s'est produite il y a 2 étés lorsque je travaillais chez Walmart juste pour l'été. J'avais l'habitude de réapprovisionner les étagères et de travailler tard dans la nuit. Je ne travaillais qu'environ 2 nuits par semaine, mais c'était un bon moyen de gagner de l'argent supplémentaire. Le Walmart où je travaillais n'était pas dans les meilleurs domaines. De temps en temps, nous avions des voleurs et des choses étranges et folles se produisaient partout dans le magasin pendant le peu de temps où j'y travaillais. C'est plus une raison pour laquelle j'étais heureux de réapprovisionner les étagères tard le soir, sans vraiment traiter avec les clients. De toute façon, un soir, je faisais ce que je faisais avant, c'était de sortir les produits des boîtes et de les mettre sur les étagères. J'étais près des conserves quand j'ai reçu un appel sur mon talkie-walkie de quelqu'un disant mon nom. J'ai demandé comment je pouvais aider et ils m'ont dit qu'ils avaient besoin que je vienne à la réception pour aider à décharger un camion. C'était quelque chose que je faisais occasionnellement, donc ce n'était vraiment rien de nouveau. J'ai traversé les allées tranquilles du magasin jusqu'à l'arrière, puis jusqu'à l'arrière-boutique. Je suis allé dans la zone où les camions reculaient. Quand je suis arrivé là-bas, le camion que j'ai vu n'était pas un gros camion normal. Il était plus petit. C'était encore un camion, mais il était beaucoup plus petit. Je n'ai jamais vu ce genre de camion nous livrer quelque chose auparavant, mais je suis quand même sorti. J'ai vu quelqu'un sortir du Walmart derrière moi avec un talkie-walkie à la main. Il a dit « Merci de m'avoir aidé avec ça », mais personne n'a reconnu du tout que j'y travaillais. Cependant, il y avait beaucoup d'employés, alors je me suis dit que ça devait être nouveau. Il avait un sourire sur son visage, mais ensuite il a disparu quand il a vu le regard confus sur le mien. Je lui ai demandé de quoi il avait besoin d'aide. L'homme est ensuite monté au camion et a déverrouillé l'arrière lui-même. Il m'a dit de monter à l'étage et de sortir quelques produits de l'arrière. C'est à ce moment-là que les alarmes ont commencé à se déclencher dans ma tête. Je ne suis pas allé plus près du camion, je suis juste resté là. C'est alors que l'homme a commencé à me pousser par derrière. Il m'a fait avancer de quelques pas, mais je n'allais pas le laisser me pousser vers le camion. J'ai commencé à voir qu'il n'y avait apparemment rien du tout à l'arrière du camion, et c'est là que je suis soudainement sorti en courant. J'ai été assez rapide pour échapper à l'homme, qui s'est ensuite retourné et m'a poursuivi. C'était assez rapide, et je suis rentré au magasin OK, puis j'ai couru le plus loin possible vers l'avant, où il y avait plus de monde. À ce moment, l'homme s'est retourné et a quitté le magasin. J'ai informé un autre employé de ce qui s'était passé, et peu de temps après, la police a été appelée. Les hommes étaient déjà partis, mais plusieurs vidéos d'eux ont été retrouvées lors de la surveillance. Je ne sais pas vraiment s'ils ont jamais été retrouvés, mais je sais que je suis heureux d'avoir pu leur échapper. Cette histoire a eu lieu l'été dernier. J'étais chez Walmart assez tôt un samedi matin, ce qui était un moment courant pour faire mes courses. Je suis arrivé là, bas, et j'ai commencé à faire mes courses, et j'étais content de voir que le magasin n'était pas encore trop occupé. J'ai poussé mon chariot dans le magasin, et il s'est lentement rempli principalement d'épiceries. Quand j'étais dans l'allée des pizzas surgelées, j'ai remarqué que j'entendais un bruit derrière moi comme si quelqu'un était là. Évidemment, ça n'a rien de bizarre du tout, mais quand j'ai regardé dans cette direction, il n'y avait jamais personne. La même chose s'est produite quelques minutes plus tard dans un autre couloir. C'était une chose étrange, mais en général, ce n'était pas si important pour moi, et j'ai continué à faire du shopping. Finalement, j'ai atteint le coin arrière du magasin, où ils avaient des produits laitiers comme des œufs, du lait et du fromage.
J'achetais des œufs quand j'ai entendu un autre bruit. Cette fois, on aurait dit que ça venait d'au-dessus de moi. J'ai regardé à ma gauche et j'ai vu qu'une partie du toit était en place et qu'un homme en sortait la tête en me regardant. J'avais totalement peur. C'était la dernière chose que je m'attendais à voir. Puis l'homme a enfoncé sa tête dans le plafond. Tout cela était vraiment alarmant pour moi. Après cela, je suis allé et j'ai trouvé quelqu'un qui travaillait là-bas, et je leur ai dit que je venais de voir un homme sur le toit. Au début, ils ne me croyaient pas, mais après que je leur ai expliqué, ils sont allés trouver un autre travailleur et nous sommes allés dans la région. Nous avons vu où la dalle de plafond était légèrement tordue. Finalement, ils ont appelé d'autres employés et c'est devenu tout un problème. Beaucoup de gens m'ont demandé ce que j'avais vu. Finalement, ils sont montés sur le toit et ont cherché, mais ils n'ont jamais trouvé l'homme. Je ne sais pas qui était ce type ni ce qu'il faisait, mais apparemment il est monté sur le toit et a tout simplement disparu.